téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Merci d'être parmi nous dans votre émission Guyane Éducation et toujours avec nous Bruno. Bruno, bonsoir. Bonsoir, chères auditrices et auditeurs. Bonsoir, Jawad. Comment tu vas? Ça va? Très bien. Merci d'être toujours C'est un parmi plaisir. nous et tout. Et c'est le plaisir est partagé. Et là, aujourd'hui, on va parler d'un problème. Je ne vais pas dire guyano-guyanais, mais c'est un problème que chez nous, ça prend des proportions très importantes. Les élèves allophones. C'est quoi allophone déjà pour nos téléspectateurs? Ouais, très Voilà. simplement, les élèves allophones sont les élèves qui ne parlent pas la langue de scolarisation, en l'occurrence le français pour Les la Français. Guyane. D'accord. Ça veut dire les étrangers, quoi. Alors voilà, en Guyane, il y a cette. En France, on pourrait dire les étrangers, Ouais. mais en Guyane, nous inclurons dans les élèves allophones tous ceux qui ne parlent pas français, qui ont donc une langue maternelle autre que le français, et notamment une partie des populations amérindiennes, autochtones, et une partie des populations bushinangais, ce qui représente en Guyane, suivant les derniers recensements, 36%, Oui. 36% Oui. 90 000 enfants qui sont scolarisés. Et là, c'est-à-dire, moi, j'allais dire qu'il y a aussi ce cas de figure, pas dans les mêmes proportions, ça existe à l'Hexagone. On Absolument. connaît qu'il y a des régions, par exemple, qui ont une culture spécifique, j'allais dire l'Alsace, le territoire de Basque, la Corse et tout. Ben, eux, ils étudient avec leur langue régionale. Oui, alors les langues régionales sont depuis maintenant une quarantaine d'années, au fur et à mesure, inclus dans les programmes scolaires. Il y a même des classes qui sont des classes mixtes, hein, Oui. moitié en Guyane, moitié français, moitié créole, moitié français, moitié calignan. Donc on a cette possibilité-là. Puis les intervenants en langue maternelle. Les JLM, qu'on apparaît dans une autre émission. Voilà, on avait parlé Voilà. précédemment. Donc on a des dispositifs, si on peut dire, qui permettent à la fois de rassurer, d'assurer la culture de l'enfant, parce qu'une langue, c'est une culture, et à la fois de passer à la langue de scolarisation française. Voilà, en fait, c'est-à-dire, je veux bien qu'il y a des élèves, mais des élèves lorsqu'il y a une proportion de 5-6% des élèves. Mais là, on est à 36%. Ouais, Ça veut dire, c'est une proportion très importante. Bah, pourquoi ces élèves et tout court, ils n'auront pas au moins les premières années c'est-à-dire une instruction dans leur langue maternelle? Problème de moyens, problème de politique. Il s'agit d'une politique globale. C'est compliqué, hein. Les Français ont du mal à sortir globalement, hein, les Français ont du mal à sortir d'une vision qui est une vision unique, une vision non pas égalitariste. Jacobienne. Voilà. Donc, c'est très centralisé et sortir de cette idée-là, Mhm. c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Donc, les moyens, et pourtant, on a commencé tôt. On a commencé en 98 avec des ILM. J'ai tout expliqué la fois précédente. Il faut se reporter à Radio C. On a d'autres émissions sur les playlists. Voilà. Et maintenant, on constate quand même que les enfants, en fait, ils naissent dans des environnements culturels où le français n'existe pas. Même Saint-Laurent, quasiment, même à la mairie, à la poste, ils ont des traducteurs parce que les gens ne parlent pas français. Voilà. Donc, et sur le fleuve, à Patou, Papaichton, Grand Santi, Maripasoula, et puis ensuite en pays indien, Kayode, Pidima, Antikumpata, ainsi de suite. Nous avons donc des environnements linguistiques où le français n'est pas présent. Donc, comment on fait lorsqu'on accueille ces enfants? Et là, on est confronté à un problème de base. D'abord, c'est le nombre d'enfants par classe. La littérature scientifique là-dessus est assez claire. Plus le nombre d'enfants est faible, plus l'apprentissage est facilité. Ce qui n'est pas le cas dans des classes où on retrouve toujours 23, 24, 25, 26 enfants par classe. Deuxième chose, c'est les personnels. Il faut des personnels qui sont des personnels un peu spécialisés à l'interculturalité. Très difficile de former à cela, très difficile de trouver les personnels. Donc en fait, c'est l'ensemble du système, chez nous, en Guyane, l'ensemble du système est en crise. Et il est tellement en crise qu'avec le nouveau projet académique, donc il a été mis l'accent sur la langue de scolarisation. Et là, en ce moment même, nous parlons, depuis l'année dernière, l'ensemble des formations, notamment pour les maîtres du primaire, sont des formations centrées sur l'apprentissage du français. Oui. Et donc, il y a une tendance à laisser un peu de côté l'histoire-géographie, la SVT, pour se concentrer sur la langue de scolarisation. Oui, Moi, je ne pense pas que ce soit une bonne solution, parce qu'elle va de fait, et les remontées qu'on a montrent que de fait,
laisse de côté beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances. Mais c'est la politique assez volontariste dans laquelle s'inscrit le rectorat actuel. Vous ne trouvez pas que c'est le fait, c'est s'il y a un enfant qui a, c'est-à-dire que lui on donne une instruction dans une autre langue que celle maternelle, bah, il y aura un échec scolaire et pire par la suite, ça crée une inégalité sociétale. Alors, Voilà, une inégalité pas parce que l'enfant il comprend pas ou quelque chose, mais parce que c'est-à-dire l'enseignement il est fait de telle façon que l'enfant il ne peut pas suivre et ça va créer, c'est-à-dire des problèmes sociétals par la suite. alors, deux choses par rapport à ça. La première chose, c'est que tous les travaux faits en interculturalité montrent l'inverse, montrent quand un enfant est solidifié à l'enseignement dans sa langue maternelle, il passe plus facilement dans la langue de scolarisation qu'est le français. C'est ce que me disait d'ailleurs Jean-Paul Ferreira, le maire d'Awalya-Limapo. Il me dit, les enfants, depuis qu'il y a le Caligna à l'école, ils ont confiance dans l'école, ils y vont beaucoup plus facilement, et donc, ils peuvent réussir plus facilement. Euh, voilà, ça c'est le premier phénomène. J'ai oublié le deuxième phénomène. Alors, je voulais vous dire une autre question concernant, est-ce que le fait, c'est-à-dire d'obliger les enfants, c'est-à-dire de leur imposer une langue, certes, c'est une langue de la République et de la nation et tout, c'est qu'après, ça, on risque d'avoir une acculturation. Oui, On peut trouver des Amérindiens bah, qui sont plus des Amérindiens ou des Bushinengués qui sont plus des Bushinengués. Est-ce que c'est pas une perte culturelle? ça c'est toute la question de l'assimilation. C'est la question de l'assimilation qui est traitée depuis je ne vais pas dire depuis plus de 100 ans, mais facile 90 ans avec le mouvement de la négritude et notamment le poète guyanais Léon-Godard Damas, Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, qui justement déjà parlait de ce phénomène-là, du fait que la colonisation c'est le mal absolu, hein. Elle te dépossède de ton identité et elle te fait entrer dans une autre identité. Pour bien comprendre ça, il faut lire le livre d'Alexis Tchouka, de feu Alexis Tchouka, notre ami, qui est décédé, qui s'appelait Petit guerrier pour la paix. Dans Petit guerrier pour la paix, il explique comment de force, hein, les Amérindiens ont été mis dans les homes indiens, ce qu'on appelle les homes indiens, avec catholiques, où on les empêchait de parler leur langue, on les coupait de leur famille, on les christianisait de force. Résultat des courses, il l'explique lui-même, hein, devant mes élèves, il l'a fait il y a 2 ans, il y a une rupture avec ses parents. Et jusqu'à la fin de sa vie, il y a eu comme un hiatus entre lui et ses parents. Oui, mais moi j'allais dire, par exemple, prenons un exemple sur les régions qui sont en France. Moi, l'année dernière, j'étais en Alsace, je vois dans les rues, bah, il y a le français et l'alsacien. C'est-à-dire l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire, c'est-à-dire dans les administrations, les gens parlent alsacien, mais il y a le français. Mais qu'est-ce qui empêche ici, par exemple, tu parlais tout à l'heure d'Awala Mopo, qu'est-ce qui empêche qu'il y aura les deux langues, langue régionale, qui est amérindienne, voilà, c'est-à-dire qui est présente dans l'espace public et tout, en même temps, il y a le français. C'est-à-dire, et à ce moment-là, il n'y aura pas cette rupture, c'est-à-dire, comme tu l'as décrit tout à l'heure, avec l'autre génération. Oui, oui. Rien ne l'empêche, c'est une question politique. Là, pour que la question politique soit abordée vraiment de manière la plus profonde possible, pour moi, la question qui est posée actuellement du changement statutaire, c'est une question fondamentale. C'est-à-dire comment, à un moment donné, le politique prend la main sur l'école. Parce que pour l'instant, l'école, c'est la chasse réservée de l'État, point barre. Je regarde ce qui se passe en Polynésie ou en Kanaki. Je veux dire, on est très très loin de ce qui se produit ici, hein, très très loin, hein. Il y a véritablement une revalorisation de la culture. Sinon, on va arriver à l'augmentation des suicides même, puisque c'est en pays indien, C'est déjà le cas, Camopi. oui, et c'est notamment lié à et là c'est systémique, à un système profond de déculturation où la culture amérindienne n'est pas remise à l'honneur. Comme Awala Yelimapo Ferreira avait fait le contraire, avec une revalorisation du patrimoine culturel et même les jeux Kalinia, ainsi de suite, qui ont donné une fierté, en fait, hein, d'être soi-même amérindien. Et il faut effectivement, à mon avis, hein, on ne dissout pas la culture dans la culture d'un homme. Oh, Pas faire ça. mais Bruno, tu trouves pas que, par exemple, euh, dans le cas de figure, c'est ce qu'on trouve dans la société, c'est-à-dire dans le domaine de l'éducation nationale, bah, il y a des jeunes profs qui sont les bienvenus, qui viennent de l'Hexagone. Bah, on le poste, on l'envoie à Grand Sentier, on l'envoie à voilà, on l'envoie dans un endroit. Bah, en fait, cet instructeur, cet enseignant,
il est on est en déphasage total avec c'est la réalité locale. Finalement, on aboutit malheureusement à un échec scolaire, ou bien et les enfants, les élèves, ils avancent dans chaque, mais il aboutit, c'est-à-dire, il acquiert pas c'est-à-dire les compétences pédagogiques. Oui, c'est indéniable que le souhait absolu, ça serait que nous arrivions à former des maîtres dans les différentes communautés, parce qu'on ne dissout pas une culture, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, le choc, il est à la fois violent pour l'enfant, mais il est aussi violent pour, on ne se rend pas compte, hein, mais pour le maître. Hein. C'est-à-dire que le maître, quelquefois, j'aimerais bien voir le nombre d'arrêts maladie, mais de ce que j'entendais par des collègues qui étaient infirmiers à Maripasoula, c'est qu'il y a 3 cas de figure. Le premier cas, c'est que la personne craque au bout de 3 mois, et donc tout de suite, elle part. Mhm. Autrement, elle tombe dans une sorte de léthargie sur un an, et puis elle demande au bout d'1 an, 2 ans, à ne pas être renouvelée, ou alors elle arrive à s'adapter, quoi. Donc, c'est un phénomène qui va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir comme ça chez l'autre et dire moi je connais tout et toi c'est tant pis pour toi, tu dois obéir, tu dois apprendre, tu es forcé d'entrer dans le système. C'est pas aussi simple que ça. C'est vraiment pas aussi simple que ça. D'ailleurs, depuis plus de 200 ans que la Révolution française a installé le français comme langue obligatoire, ça a nivelé dans l'hexagone, ça a nivelé pas mal il y Oui. a une résurgence, hein. Il y a une Mhm. existence, une résurgence. Et pour nous tous ici, nous pensons que les langues comme le créole, les langues autochtones, sont des langues de résistance à l'occupation, quoi. Voilà. Voilà. Mais euh, si on parlait aussi, Donc, actuellement, oui, oui, je voudrais dire encore autre chose. Parce que là, on a parlé effectivement des processus, du processus d'assimilation pour les populations allophones qui sont guyanaises. Ah, ouais, ah, bah voilà. et des gens ça, qui sont pas natifs du pays, du territoire. Là, on sait que l'instruction elle est obligatoire jusqu'à 16 ans. On est d'accord. Bah, des enfants qui arrivent moins de 16 ans, bah, il n'y a pas de place, ou bien, c'est-à-dire on les case à case neuve. Oui, c'est Voilà. ça. C'est-à-dire que le CASNAV doit faire un test. Oui, Et mais ensuite, avec le test, doit essayer de leur trouver des places. Et comme tu l'as dit, un certain nombre ne trouvent pas de place. Alors, bon, contrairement à un mythe ou une sorte de légende urbaine qui pense que ça représente des masses, ça ne représente pas du tout des masses de personnes. Hein. oui, C'est l'équivalent sur toute la Guyane d'environ un collège, d'accord. 700, 800 personnes. Donc, Ouais. on peut très bien, je rappelle que quand même, nous avons 90 000 enfants scolarisés. Donc, c'est moins de 1% qui nous arrive par an. Et Donc donc, c'est pas les enfants d'origine étrangère qui prennent la place pas du tout. à l'élève guyanais. Pas du tout. D'accord. C'est déjà ce phénomène-là. Et puis, le deuxième phénomène qui, même s'il n'était pas là, existe, dont on a déjà parlé avec les préfabriqués dans l'émission précédente, c'est que, en fait, ce qui se passe, c'est que les investissements dont nous avons besoin, que doit notamment assurer l'État, ne sont pas là. C'est-à-dire que nous n'avons pas suffisamment de structures d'accueil, écoles, collèges, lycées. Nous n'avons pas assez de cela. Et ça, c'est une vraie bataille. D'accord, mais ces élèves, lorsqu'ils sont à la case 9, Alors, ben, quel est leur devenir? C'est parce que voilà. parfois, il attend des mois et des mois et des mois, Oui. jusqu'à ce qu'il dépasse 16 ans, et là, on dit, vous êtes adulte, ben, débrouillez-vous. Ouais, ouais, Voilà. ouais, ouais. Alors, c'est un pourcentage, pas, je n'ai pas les chiffres en tête là, mais c'est pas un pourcentage non plus extrêmement important de ceux qui ne sont pas scolarisés du tout. Hein. Quand l'enfant arrive à être scolarisé et s'il est en difficulté sur la langue, à ce moment-là, il y a des classes qu'on appelle UP2A, voilà, qui sont C'est-à-dire pour les. pour des enfants qui Ouais. arrivent de Ça veut dire quoi, P2A? nouveaux arrivants. D'accord. UP2A, unité pédagogique d'enseignement arrivant, voilà, il manque Ah, un truc. d'accord, ok. Et ça, c'est les classes à partir du CP. Donc, on a ces classes spécialisées pour que les enfants apprennent le français rapidement. On a inventé aussi pour véritablement la lutte contre l'illettrisme des classes qu'on appelle UP2L. Voilà. Donc, il y a quelques dispositifs comme ça qui se mettent en place. Et au lycée, en plus, nous avons le français langue seconde pour des enfants qui vraiment. Donc, on a différents dispositifs. Nous, à Michotte, on a à peu près tous ces dispositifs. Et donc, il y a un gros travail qui est fait pour essayer d'aider, hein, pour aider les élèves à acquérir le français comme langue de scolarisation. Je donnerai des chiffres. Hein. Je donne un chiffre qui, pour moi, montre à quel point nous sommes en difficulté et où les moyens ne sont pas là.
Vous savez que chaque année, il y a les journées de défense citoyenne. Voilà. C'est-à-dire Oui, le recensement de l'armée, quoi. Voilà. oui. Tous les jeunes français. Et c'est nu. Ouais, Voilà. alors, SNU, c'est autre chose, c'est un D'accord. dispositif à part. Oui. Mais il y a la journée Ouais. de défense citoyenne. D'accord. Tous les jeunes de 18 ans sont appelés à aller à cette journée de défense citoyenne. Tous. D'accord. Mhm. Français, hein, Oui. français. Et donc, il y a un test de 30 minutes qui est fait. C'est la mission contre l'illettrisme qui a fait une analyse de ces chiffres. Et donc, il y a un test de français pour l'acquisition du français. 58% des jeunes français de Guyane Ils ont jusqu'à 18 ans. 18 ans, Oui. 58 sont en difficulté sur la langue. Oui. À 58%. l'expression orale. Oui, D'accord. alors orale et écrite, compréhension D'accord, de oui. texte. Donc, qu'est-ce qui se produit? Il se produit que l'école est en partie en échec vis-à-vis de cette mission fondamentale. Et moi, je pense que maintenant, il faut se pencher, Exactement. se pencher C'est ça, là-dessus. on va pas, les téléspectateurs vont dire qu'on met c'est-à-dire les spots et le passe que sur les points positifs, les points négatifs. Qu'est-ce que tu proposes? Quelles sont les pistes de solutions par rapport à cet état actuel? Alors, c'est pas la première fois qu'on dit tout ce qu'on vous dit là, hein. On enfonce un peu. Bon, c'est pas forcément très médiatisé ni public. Les communes font déjà beaucoup d'efforts pour construire chaque année des écoles. À Saint-Laurent, par exemple, tous les 18 mois, il y a une école qui sort, ce qui est exceptionnel parce que ça représente des budgets considérables. Cependant, malgré ces efforts, en face à une croissance démographique qui est quand même impressionnante, hein, on est de l'ordre de 3% par an, doublement de la population tous les 25 ans, il nous faudrait construire des structures scolaires beaucoup plus petites, avec beaucoup moins de monde à l'intérieur. C'est-à-dire en fait ce qu'on appelle l'accompagnement. Tant qu'on ne fera pas ce travail d'accompagnement véritablement presque au corps à corps avec les enfants, on ne les fera pas progresser. Après, il y a des méthodes pédagogiques comme la méthode Maclay qui permettent de concentrer tous les cours de français sur un moment de l'année. Et à ce moment-là, il y a une sorte de boost qui est fait pour les apprenants, ainsi de suite. Ou la méthode Bouillet d'Angoma, qui est d'un ancien inspecteur guyanais, qui est de partir de l'oral et d'aller vers l'écrit. Voilà. Il faut se saisir de tous ces outils-là. Mais il y a certaines personnes qui disent, bah, c'est pas que le travail c'est-à-dire l'éducation nationale, le rectorat. Euh, Question, c'est-à-dire les associations qui, quel peut être leur rôle pour accompagner ces enfants? Alors, d'abord, si, c'est le travail de l'éducation nationale. Si, c'est son boulot. Je Oui, peux admettre que mais ça doit être un travail qui est, c'est-à-dire, euh, il peut ne pas être le seul à le faire. voilà, c'est-à-dire Mais qu'il y aura d'autres partenaires qui permettent. sa mission principale, c'est de former les enfants. D'abord, principe de base, un enfant, ça va à l'école. Ça ne traîne pas dans la rue. Un enfant, ça va à l'école, quelle que soit son origine, sa nationalité, l'histoire de ses parents, on ne veut pas savoir. Mais s'il y a des Savoir. cours de soutien scolaire Voilà. par la suite, ça va aider. Voilà. Deuxième chose. Donc l'école, elle est à la base. C'est son boulot. C'est comme ça qu'on libère. Comment l'homme peut se libérer, c'est par la connaissance. La connaissance libère l'homme, c'est-à-dire le fait de connaître le monde dans lequel on vit, la société dans laquelle on vit, ainsi de suite. Et ça, on l'apprend notamment à l'école. Deuxième chose, tu as raison, ce qu'on appelle le périscolaire. C'est-à-dire que l'ensemble des associations, L'environnement éducatif, c'est-à-dire pédagogique, quoi. l'environnement, même éducatif et pédagogique, ouais. L'ensemble des acteurs peuvent être mobilisés. Bon, ça, c'est quelque chose qui est que devrait faire le développement social urbain, par exemple, ou qui est fait dans les projets de réussite éducative, les PPRE. Donc, peut-être que ça, c'est pas assez mis en avant. C'est vrai. C'est peut-être que c'est pas assez. C'est-à-dire que l'enfant, il peut se retrouver, c'est malheureux, on le voit, hein, on entend ça presque tout le temps. On voit des enfants à 23 heures qui traînent dehors, quoi. Ce qui se passe, ce qui s'est déjà passé au niveau de l'Hexagone, bah, l'école, entre guillemets, elle fait son travail. L'enfant, lorsqu'il retourne à la maison, bah, il y a un décalage entre lui et ses parents. Ses parents ne parlent pas français. Lui, il est instructionné en français. Bah, il trouve personne qui l'aide. Et donc, finalement, Enfin, finalement, nous avons voilà. ça. Et finalement, s'il y a un travail associatif, une offre associative, ce serait le bienvenu pour que cet enfant ne se trouve pas à un certain moment, c'est-à-dire tout seul. Une association à Montlucas, par exemple, n'est-ce pas, monsieur? En question. Mais oui, donc là, il y a une mobilisation des acteurs. Moi-même, j'ai longtemps participé à la mise en place de l'aide aux devoirs avec l'association ADAPED au camp du Tigre, avec le président, c'est Joseph Desrivières. Donc, c'est vrai, on avait des dizaines d'enfants qui venaient pour faire les devoirs. Donc, oui, il y a une mobilisation peut-être de la société là-dessus.
au cœur, il y a le rectorat et il y a le développement social urbain, parce que tout ça relève de la politique de la ville. Oui, on est d'accord. C'est la question des politiques publiques. Moi, je reviens toujours là-dessus. Moi, je suis pour qu'on ait les mains sur les politiques publiques. Et une fois qu'on a les mains sur les politiques publiques, nous, Guyanais, eh bien, on met en place ce dont on a besoin. Voilà. Bah, écoute, Bruno, je te remercie pour cette émission. Voilà, tu Merci es à vous. vraiment, je te remercie pour nous éclaircir un petit peu l'idée sur ce problème que souvent les gens ne sont pas au courant parce Oui. que c'est un problème qu'on le met sous le tapis, on pense. Mais je pense que cette émission, elle a permis de mettre un petit peu la lumière sur ce problème. Et chers téléspectateurs, je vous souhaite bonne soirée. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bruno, je te souhaite bonne soirée et merci. Merci.